Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au restaurant Entrepods. Aujourd'hui, à la carte, un gamin mal dans ses crampons, des réincarnations à gogo et la surprise du chef, le danger de Skibidi Toilet ou quelque chose comme ça en tout cas. Et en accompagnement bien évidemment tout au long de ce merveilleux repas, vous pourrez déguster un sublime Ego millésime 2024. Nous vous souhaitons une magnifique dégustation et place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous, bonjour à Maxime. Bonjour Karna, comment vas-tu? Bonjour à tous et toutes, comment allez-vous? Ça va et toi? Bah écoute, Je sais pas pourquoi on a fait apparemment... Maïté tous les deux, mais on était Non en mais forme. en plein direct de la Garrigue apparemment. Écoute, c'est la fin de la saison, nous sommes dans bout de vie. Putain, c'est vrai que ça y est, on a réussi. On est au dernier diptyque, c'est fou. Mais non, à l'avant-dernier. Ouais, enfin le dernier diptyque, les deux derniers Ah épisodes. oui, pardon, Ouais. excusez-moi. Attends, oula, 4 syllabes. Ça va, on va tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon Karna, de quoi on va parler aujourd'hui? Avant d'entamer le sujet et de mettre les pieds dans le plat, j'ai une petite question pour toi, mon petit Maxime. Quoi? Quoi? Une question? Au Non. secours! Où est la sortie? Non. J'ai une question pour toi. As-tu confiance en toi? Mais tu n'as pas du tout choisi la bonne personne pour poser cette question, bien sûr que non, Karna. Je peux pas me la poser à moi-même parce que j'ai une confiance en moi qui est, à mon avis, à moins 5000 sous l'océan. Moins 5000, mais attends, quand on discute, t'es la personne qui a le plus confiance en soi. Alors, vieux, il m'a fallu 8 mois pour aller demander le prénom de ma libraire. Hein. Ok. Et c'est Damien qui m'a forcé. Je sais pas si tu te rends compte du bordel. Oui, bon, effectivement, bon bah... Ah, j'avoue que moi, c'est un peu pareil. C'est un paradoxe ambulant, ma personne. Mais c'est littéralement, je suis capable de rencontrer quelqu'un, de discuter avec elle. Par contre, je ne vais jamais parler de moi. C'est-à-dire que tu regardes quoi, tu fais quoi, ok, super, je m'intéresse à toi, mais par Laissez-moi, contre... me posez pas de questions, pas moi. Mais Laissez-moi c'est tranquille. exactement ça. Mais c'est fou, hein. C'est constamment ça. Mais question con, c'est quoi le rapport avec le thème d'aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, mon cher Maxime et chers auditeurs auditrices, nous allons parler d'un sujet vaste dont au final on ne sait que très peu de choses. Lego. Et non, je ne parle pas encore du personnage du coach de Blue Lock, mais on va en parler un peu plus tard. Ok, je Et pensais qu'on allait parler Playmobil aujourd'hui, je suis un peu déçu, mais... pour quelqu'un qui a pas de cheveux, Oh, vraiment... wesh. Attends, mais quoi? Eh oh. Non mais c'est fou ça. En fait, nous allons parler ego, et pour avoir confiance en soi, il paraîtrait qu'il faut un minimum d'ego. D'où ma question, Ah, as-tu confiance en toi? d'accord. Et oui, pour avoir confiance en soi, il paraît qu'il faut avoir un peu d'ego. Cela étant, on peut avoir de l'ego sur d'autres sujets, hein. T'es pas, voilà, ça n'est pas exclusivement lié à la confiance en soi. Puisque si on se fie à la définition du mot, l'ego est un nom donné au moi conçu comme sujet personnel. Ego, moi, je, confiance en moi, voilà, vous l'avez le lien, c'est bon, on peut passer à la suite. Excusez-moi, je suis à bout de vie. Je suis en bout de vie. La semaine a Abattez-moi. été compliquée. Laisse tomber, c'est pas fini. Mais deuxième définition, dans une analyse de parenté, l'ego est un terme désignant le sujet pris comme référence à partir de qui se situent les liens d'alliance et de consanguinité. Alors là, clairement, nous partons dans le nord, voir... Oh non, putain. Putain, le sud avec l'accent, le nord avec les consanguins, non mais c'est trop. Nous faisons le tour de la France aujourd'hui. Oh, putain. Mais troisième définition, pardon, ego, c'est la traduction usuelle en anglais américain du terme freudien ich, qui signifie aussi bien moi en allemand que je. Je ne le dirai pas, je n'ai pas de blague sur ich, désolé. Non, mais
Je t'avoue, le mot je sais pas du tout, j'ai pas fait allemand, donc... Ah bah, moi non Mais, plus, moi j'ai fait espagnol, voilà, ça s'arrête là. mais en vrai, en t'écoutant, tu vois, toutes ces définitions que t'as pris du Larousse, je trouve pas qu'elles veulent dire essentiellement quelque chose. Parce Elles que, se répondent, elles se contredisent, en vrai, surtout, c'est beaucoup de termes, mais qui ne ramènent à rien. Parce que, tu vois, ça quand on dit ego, ça ramène au moi conçu comme sujet personnel. ouais, Ok, mais qu'est-ce que t'entends déjà par moi? Qu'est-ce que t'entends comme sujet personnel? trop de questions, trop de Ouais, mots, mais non, trop de mais ci. c'est aussi le problème selon moi, des définitions simples, on va Ah dire, oui, 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 non mais complètement, des mais après dictionnaires, c'est que ça fait une base pour partir plus loin, quoi. bien sûr, mais ça utilise des termes, mais sans aller en profondeur. Et heureusement, tu vois, déjà, avec la deuxième piste que tu as donnée, avec la deuxième définition, bah, Tu parles il y a de celle de déjà la consanguinité? malheureusement, oui. Il y aurait l'idée que l'ego, c'est un peu le cœur des liaisons de parenté. Oui, C'est un peu c'est vrai. une position qui te place au centre des autres et qui fait parenté, qui fait lien avec les autres. Et tu vois, pareil pour la troisième définition, ce qui est un peu dommage, c'est que l'ego, ce serait égal au moi, qui serait lui-même Ouais. égal au je. En fait, c'est pas une définition, c'est une liste de synonymes. Ouais, 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 bien sûr. Oui, je vois totalement où tu veux en venir, mais en fait, concrètement, on va pas se mentir, c'est pas un dictionnaire lambda qui va vraiment nous aider à trouver du sens à ce terme-là qu'est Mais oui. l'ego. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Larousse, sur sa page, a une section qui peut déjà nous donner une piste un peu plus intéressante, un peu plus profonde sur ce qu'est l'ego. Ok, Sherlock, je t'écoute. Attends, je vais chercher ma pipe. En fait, le Larousse, lui, pour le coup, il a une section, enfin, en tout cas, d'expression. Il a une section dédiée aux expressions et il aborde justement l'ego transcendantal selon Husserl, dont on a déjà parlé. Et donc, en fait, si je me fie à ce que dit Larousse, pardon, l'ego serait une conscience pure qui ferait abstraction de toute détermination empirique. Et là, en vrai, c'est vraiment cool, cette piste, parce que l'idée d'ego transcendantal, ça implique déjà qu'il y aurait une transcendance. C'est-à-dire le moyen d'atteindre une réalité extérieure et supérieure à l'état dont je suis enchaîné, on va dire, actuellement. Comment ça, t'es enchaîné? Je le vois, hein. Je suis T'es pas fan de enchaîné. Johnny. Je suis fan de Johnny. Tu m'entends? Euh, Vivre d'amour enchaîné. Excusez-moi, je ne suis pas une grande fan de Johnny. Je Non, mais là c'est pour pas le grave. coup. Mais tu vois, pareil, ego, ok, ça peut être relié à la transcendance, mais du coup, la transcendance, elle amènerait à une réalité extérieure et supérieure, d'accord? Mais extérieure et supérieure à quoi? Et est-ce que c'est pas paradoxal d'atteindre un statut supérieur à ma personne alors que justement, dans les deux cas, il s'agit toujours de moi? Ouais, mais du coup, Hmm. question, et tu n'as peut-être pas la réponse. Est-ce que l'état de transcendance, ce serait pas justement un moyen de faire évoluer son moi? En tout cas, de l'analyser autrement. Et c'est justement ce qui nous amène au père de l'ego transcendantal. Non, pas lui! Pas Et si. lui! Pas lui! Mais donc, en fait, Husserl est un peu le père, le philosophe principal d'un mouvement philosophique qui s'appelle la phénoménologie. Phénoménologie! Vous vous souvenez, j'avais galéré à le lire. Mais oui, mais parce que phénoménologie, en fait, c'est la philosophie des phénomènes. Mais pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est la phénoménologie transcendantale de Searle et ce qui en découle, en fait, il faut mettre en contexte, par rapport notamment à l'époque où ça a été réfléchi. En fait, l'ego, comme on a pu déjà le présenter avec les définitions, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu déjà dans un épisode passé avec Descartes, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. En fait, avec Descartes, on laisse déjà penser que le sujet peut être premier dans le monde, la chose principale. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le cosmos,
ce n'est pas le temps, non. La chose première, c'est le jeu. Puisque la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, tout est incertain, sauf le fait que j'existe. C'est beau. Mais cette définition de l'ego, elle est à peu près sommaire. Elle ne va pas réellement en profondeur. Et c'est là qu'arrive Husserl. Husserl qui, au 19e siècle, est frappé par, on va dire, un poison intellectuel qui agit au sein des cercles. C'était un mouvement qui cherchait à tout scientifiser, y compris la philosophie, pour en faire une théorie de la connaissance et de la science. Ça, c'est pas mes mots, ce sont ceux de Angèle Kremer-Marietti, qui justement montrent que la philosophie, par ses contemporains, voulait être mise à côté des sciences positives qui cherchent à objectifier la compréhension de l'homme à travers un statut d'objet. Et du coup, ça pose un problème parce que on n'étudierait pas le sujet, mais bien le sujet en tant qu'objet. Et ça ne permet pas de comprendre l'homme en tant que tel. Ça le met à égalité avec d'autres objets. Et c'est là où arrive Husserl, puisque la notion de phénoménologie a déjà été abordée avec Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Mais Husserl, lui, va révolutionner la compréhension phénoménologique en étant justement en rupture avec son inspiration. Hegel. Ok. En fait, quand on parle de phénoménologie, on entend par là que Husserl étudie la science des phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes en tant que tels lorsqu'ils apparaissent dans notre conscience. Ça, c'est pas mes mots, ce sont ceux de Pierre Guenancia qui va structurer un peu tout le corps de cet épisode. Alors, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que c'est des phénomènes Qu'est-ce que tu entends par ouais, ça apparaît dans notre conscience? En fait, dans Recherche logique, Husserl explique que les phénomènes, ils n'ont pas de définition précise, de lieu privilégié. En fait, ils sont des manifestations de la réalité face à l'esprit, face à la conscience. Ok. Tu me suis jusque-là? Ouais, et jusque-là, je constate qu'on parle beaucoup de philo et de définition et pas de manga. On va y arriver, ne t'inquiète pas. En fait, c'est très compliqué de ne pas parler de toute la compréhension phénoménologique pour arriver à l'ego. En fait, on est obligé de passer par là et désolé, chers auditeurs. Promis, après on parle de manga. Mais en soi, pour remanier la formulation, en fait, selon le point de vue phénoménologique, une autre compréhension de la réalité est possible, justement en mettant en suspens la croyance en une réalité extérieure du monde, c'est-à-dire, tu vois, il y a un nuage qui passe, Ouais, en tant que tel, l'objet nuage existe en tant que tel. ouais. Mais selon le point de vue phénoménologique, eh bien, ce nuage n'existe pas, puisque en réalité, à la place, le monde pourrait être compris à travers les intentions de notre conscience, en tant que cœur de toute chose. Attends. Du coup, j'ai une question. Ouais, Pour reprendre ton analogie avec le nuage. ouais. Ça voudrait dire que si le nuage n'existe pas, ce serait une manifestation de mon esprit qui cherche à projeter une croyance implantée dans mon esprit. Non, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, tu es dans une grotte. Jusque-là, c'est valable tous les jours. Voilà. Je suis dans une grotte tous les jours. Imagine, tu es dans les gorges de Padirac. Ok, je sais pas ça, mais d'accord. Imagine, tu es dans une grotte complètement fermée, dans le noir, etc. Et tu Ah, n'as le qu'un chat de petit briquet. Schrödinger. Laissez-moi tranquille avec le chat Non, de non, non, Schrödinger. Imagine, dans cette grotte, tu as juste un briquet qui t'éclaire. D'accord. Tu ne connais pas cette cave, Ouais. et la seule chose qui existe dans cette grotte, C'est la lumière du briquet. ce n'est pas la lumière du briquet, c'est ce qui est projeté à travers la lumière du briquet. En gros, c'est les quelques pierres face à toi. Mais le Ouais. reste, il n'existe pas. Bah oui, parce que tu le connais pas. Voilà. Et imagine, à un moment, tu tombes. Aïe. Tu tombes parce que tu t'es pris le pied dans un rocher. J'ai plus de lumière. Alors, imaginons que tu aies quand même ta lumière, mais ton pied qui s'est pris dans le rocher, Oui. ce rocher en tant que tel, avant que tu tombes, il n'existait pas. Oui. Ta conscience n'avait pas Oui. projeté Ouais. la lumière. Oui, ma sur ce conscience en rocher. avait pas conscience, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Et c'est l'inception ça de la conscience phénoménologique. C'est la réduction. Dès- En fait, c'est justement
que Husserl appelle la réduction phénoménologique. Ok. En fait, les choses peuvent exister en tant que telles dans une réalité extérieure, ok? Tu vois, Ouais. en tant que tel, le rocher, bah, il existe. Ouais. Oui, C'est- oui, 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 il bien existe sûr, ouais. dans cette grotte. Il existe, Mais- c'est juste que je le vois pas, donc je peux pas l'intégrer dans ma réalité. Exactement. Tu vois, d'un point de vue phénoménologique, selon la vision des phénomènes, le monde qui existe est celui sur lequel ma conscience a posé ses yeux. Ok. L'objet phénoménologique, D'accord. tu vois? Ok. 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 Tant que je ne l'ai pas intégré dans ma réalité, ça n'existe pas. En fait, tu vois, l'objet phénoménologique, c'est donc un objet, ok? Il n'y a Ouais. pas de souci, mais pas un objet en soi. C'est un objet visé par ma conscience qui est elle-même porteuse de sens et d'intention. Tu vois, par exemple, là, je suis face. Je vais prendre un manga. Tu vois, là, je suis en Ouais. train de regarder ma bibliothèque. Ouais, ok. Ouais, je suis entouré de mangas, très bien. Là, tu vois, face à moi, j'ai Blue Period. Ok. Vas-y, ça me parle. Vas-y. Tous les deux, on regarde ce Blue Period. Ouais. En tant que tel, on regarde un objet en soi qui est similaire, Blue Period, Oui. tu vois, Voire identique. voire identique, un objet en soi. Oui. Mais d'un point de vue phénoménologique, on ne regarde pas le même objet. Parce Parce qu'on que, lui attribue pas les mêmes intentions. exactement, en fait, la conscience de l'individu attribue des intentions propres à un objet, et donc la réalité n'est déterminée que par le sens que la conscience veut donner. Du coup, chers auditeurs, si je vous attrape à dire qu'un avis est frauduleux, je vous éclate. Alors, c'est très intéressant parce que Voilà. on n'en parlera pas durant cet épisode, C'est mais dit. Husserl étudie également les choses en tant que telles et les choses vécues. Et je rajouterai, le prochain qui a le culot de me dire que mon ressenti est faux, je lui mets mon poing dans la tronche. Que les choses soient bien claires. Hein? Bon, en tout cas, pour bien comprendre ce que veut dire Husserl, je vais reprendre une citation de Hans Jonas qui lui rendait hommage lorsque Husserl est décédé. Celui-ci disait donc: Husserl, par contraste, se rendit compte que la conscience est quelque chose qui, par son essence même, s'oppose à l'être pris en son sens naturel. Cela devint le principal motif de sa vie. Il insistait constamment sur ce point, le répétait et ne perdait aucune occasion de le marteler. La conscience n'est pas la nature, mais l'opposé même de la nature. Ces lois ne sont pas des lois de la nature, mais de la signification. Husserl avait redécouvert le caractère idéal de la pensée. Si vous n'avez rien compris, sachez que par là, il veut simplement dire que la conscience donne du sens au phénomène. Exactement. C'est-à-dire que la nature a des règles en tant que telles, et là on revient à toutes ces sciences ces sciences positives, qui cherchaient à trouver des lois intangibles. La conscience, elle, va donner un sens qui lui est propre, un sens personnel. Et donc, la conscience, c'est ce qu'on pourrait appeler une activité de visée intentionnelle. Quand j'aperçois Ouais. une forme lointaine, en fait, je ne vois pas l'objet. J'anticipe sur ce qui va être devant moi, et je lui attribue un sens. Du coup, c'est pour ça que si on regarde le même nuage, on voit pas la même forme. Exactement, parce que tu Je lui reviens sur mon attribues un histoire sens. de nuage, hein, Non, mais excusez-moi, mais- c'est une bonne allégorie, une bonne métaphore. En fait, tu donnes un sens qui est le tien, qui est le phénomène de ta conscience. D'où le fait que, par exemple, quand on lit un manga, toi, tu vas ressentir les choses d'une façon, moi, je vais les ressentir d'une autre. Voilà. Merci. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Non, Je parce sens que que ça cet va, épisode, quoi. c'est un moment pour faire tes doléances, t'as quelque chose sur le cœur qui est assez lourd. Non, mais c'est bon, quoi. L'autre jour, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit, oui, qu'effectivement, je trouvais la relation entre Tanjiro et Nezuko dans Demon Slayer malsaine, est un espèce de péon qui est venu me casser les noisettes en me disant que comme c'était pas factuel noir sur blanc, eh ben, je disais de la merde et je faisais de la... Attends, comment il m'a dit ça? Je faisais de la désinformation. Déjà, il sait pas ce que ça veut, il sait même pas ce que c'est que la définition de désinformation. Et en plus de ça, j'avais été très clair, c'était un ressenti lié à une expérience personnelle. Et là, tu me prouves par A plus B que je suis dans le vrai. Donc oui, je râle. Oh là, je sens que le micro va saturer lors du montage.
Mais non, je vais essayer de faire attention. Non, mais effectivement, enfin voilà, c'est ce qu'on entend par visée intentionnelle. Mais pour autant, la conscience, vu que c'est une activité, ça peut Ouais, pas être le résultat d'un moi, d'un jeu qui est déjà un objet intentionnel de la pensée. Tu vois, quand j'étudie le d'accord. moi, quand j'étudie le jeu, en fait, c'est déjà un objet parce Ok. que j'y attribue un sens, etc. On ne pourra jamais comprendre la conscience, en fait, puisque c'est une activité, c'est pas un objet. Ok, ok. Ouais, mais attends. Depuis tout à l'heure, on parle de conscience. Mhm. Mais le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'ego. Ouais, On est d'accord. ouais. Du coup, on n'a toujours pas parlé d'ego, on n'a toujours pas parlé de manga. Bah ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais du coup, alors, pour comprendre l'ego, fallait comprendre la conscience, mais qu'est-ce que tu peux dire sur Husserl et la notion d'ego à relier avec la conscience? Puisque la conscience, si j'ai bien compris, c'est à relier au sujet qui agit, mais pas à Oui. l'objet qui est senti. Mais du coup, c'est une activité, c'est pas un sujet. Donc, est-ce que l'ego serait le sujet? Putain, franchement, moi, il me faut la pelote d'Ariane. Parce que là, concrètement, c'est bon. J'ai perdu mon petit bout de ficelle et je ne sais plus où j'en suis. Tiens, je te le jette, hop là, rattrape-le. Django, tu peux aller me le chercher, s'il te plaît? Non, parce que, bon, voilà. Mais du coup, on va revenir sur l'ego. Et pour revenir sur l'ego, qui est quand même le sujet principal de cet épisode, donc oui, il fallait qu'on parle de la conscience pour vraiment comprendre déjà quel impact ça avait et quelle importance ça a pour la définition de l'ego à proprement parler, Et de la conception phénoménologique et de aussi. la conception phénoménologique de Husserl. J'ai réussi à dire le mot en une Incroyable, première fois. C'est félicitations. incroyable. Faites péter le champagne. Le champomis, s'il vous plaît, j'ai pas le droit à Le l'alcool. champagne. Hein. Mais pour comprendre la notion d'ego, et notamment transcendantale, dont on a parlé précédemment, il faut surtout revenir sur la réédition de Recherche logique, où le philosophe du 19e siècle souligne que moi, conscience, ego sont trois choses différentes. Mm. Le moi que la conscience vise, c'est un objet comme un autre. Mm. Il est une manifestation objectifiée de ma conscience. Mais pour autant, la conscience, ce n'est pas non plus le sujet, c'est l'activité de compréhension, comme disait Maxime précédemment, Ouais. en passant par toutes ces définitions et toutes ces explications. En gros, dire je suis conscient de, c'est comme dire je comprends, même si c'est pas totalement vrai pour certains. D'où le terme de mise hors circuit du moi. Voilà. Je n'ai pas besoin de penser à ma conscience pour être conscient, je suis naturellement conscient car c'est une activité. Vous l'avez? C'est bon? Ouais, Parfait. On jusque-là, passe, c'est bon. on passe à la suite. Donc on a l'objet, on a l'action, mais on n'a pas le sujet. Et ben le sujet, devinez qui c'est? C'est C'est l'ego. l'ego. Husserl va considérer que l'ego n'est pas la conscience simplement, mais le centre de tout ce qui est. En gros, l'ego est le foyer de toutes les intentionnalités qui vont partout se déployer dans un individu. Voilà. Si la conscience, c'est une lampe torche constamment allumée, pensez à moi dans ma petite grotte avec mon petit briquet, qui éclaire ce qu'elle vise, voilà. Hein. L'ego, c'est le gars qui tire cette lampe. L'ego, c'est Bibi. Voilà. Je suis Voilà. dans ma grotte, j'ai ma petite lampe torche, et ben voilà. Il ne sera jamais visé par cette lampe torche. Il n'apparaîtra jamais à la lumière, mais pourtant, sans lui, sans moi, la lampe ne serait pas allumée, tenue, ni même orientée. Je suis même pas sûre qu'elle pourrait exister à proprement parler en réalité. Quelle que soit sa forme, l'ego est toujours le jeu et par extension, la conscience est toujours la compréhension d'un ego. Searle résume cela en la phrase suivante, et je laisserai valider Maxime ma diction ou pas. La conscience est toujours conscience de quelque chose, et donc y compris de la conscience soi-même. Et c'est pour ça que je te laissais parler tout à l'heure. Quand tu disais un truc du style, oui, la conscience... Enfin, les choses n'existent pas quand ma conscience Ah ne oui, oui, vise oui, pas la oui, chose... oui, oui, tout à fait, ne ouais. vise pas la chose. Ben là, en fait, c'est le... En fait, Husserl... Donc elles n'ont pas intégré ma réalité. Voilà, c'est ça. En fait, la compréhension phénoménologique, en fait, c'est plus ou moins la même chose, mais d'un point de vue différent. En fait, au lieu de négativiser les choses, en fait, la conscience, c'est un faisceau lumineux qui fait exister les choses. Tu vois? Oui, ouais, je vois ce que tu veux Il dire. faut, en fait, de manière plus simple, voilà, au lieu de dire
les choses n'existent pas tant que je n'en ai pas conscience. Il faut plutôt se dire, pour être dans la compréhension plus correcte, ma conscience fait exister les choses qu'elle vise. Oui, je vois ce que Voilà. tu veux dire, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Et ça tombe bien parce qu'en fait, il y a un manga parfait, mais vraiment parfait pour parler de tout ça. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est chez Pika. Il y a un animé qui a fait un carton lorsque les épisodes ont été diffusés en exclusivité lors de Japan Expo. Je crois l'année dernière en plus. L'anneau, oui, oui, exact. Oui. L'année Et un dernière, film j'ai qui est entendu des sorti. jeunes filles hurler dans la salle. Genre, c'était orgasmique pour elles. Mais je crois que même le film est sorti ou va sortir, un truc comme Il y a ça, un film non qui va sortir, ouais. Ouais. Il y a un film qui va sortir, donc on va encore se taper les groupies au cinéma, ça va être sympa. Je parle bien évidemment de Blue Lock. Allez, on va oui. jouer, on va faire une petite partie de foot. Let's go, c'est parti. Allez, hop là, j'enfile les crampons et c'est parti. Coup de Ouais, sifflet, alors par nous contre, démarrons. moi je reste sur le banc et je te sers ta limonade si tu veux parce que je suis une bille en foot et je déteste Mais- courir après un ballon. T'es Je trop déteste sympa. courir tout. Hein? T'es trop sympa, merci beaucoup. En fait, de base, j'ai pas le droit de courir, donc comme ça règle le problème. Ah, très bien. Très bien. Mais oui, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Blue Lock, je ne sais pas si vous avez de la chance, mais en tout cas, je vais vous le présenter. Il s'agit d'un manga disponible chez Pika Édition, qui est sorti il y a maintenant 3 ou 4 ans. Un peu moins. Ouais, je crois qu'on est sur du 2020. Ouais, je me souviens Ça avoir doit acheté être les ça. 2 premiers tomes, j'avais 18 ans, donc ouais. Bah, ça doit être ça. Putain, le temps Donc, passe si vite. disponible chez Pika, on en est à 20 tomes en France, 29 au Japon, série toujours en cours de diffusion. Un spin-off a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. sur l'un des personnages de Blue Lock, un personnage extrêmement- Nagui est rien à voir avec la place que tout le monde veut prendre. Ah si, et bizarrement, il y a du sens. Oh putain. Oh, en fait, Blue Lock, c'est une adaptation de Tout le monde veut prendre sa place. Non mais si. Je viens de faire le lien avec Nagui en plus, avec le présentateur Ben télé, oui. j'avais absolument pas capté. Mais justement, mais attends, mais c'est fou parce que dans Tout le monde veut prendre sa place, en fait, le but c'est il n'en reste qu'un. C'est Et- pareil dans Blue Lock, tout à fait, ouais. Mais voilà, et en Ouais, fait, sauf que, attends, Ego c'est Nagui. Ego c'est Nagui. calme-toi. Calme-toi. C'est Calme-toi. génial. Mais calme-toi, on a dit. Du coup, je reprends ma présentation avant que nous dérivions largement et allègrement. Coupe du Monde 2018, bien avant la pandémie, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Souvenez-vous, vous avez tous pleuré toutes les larmes de vos corps. Vous n'en pouviez plus et vous ne saviez plus qui soutenir. Ce nouvel échec incite donc l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Car oui, pour devenir sportif professionnel, il faut commencer tôt, les gars. Eh ben oui. Et ouais, moi j'ai raté ma chance, à vous de ne pas la rater. Ouais, pareil, il est croisé. Ouais, mais toi, à mon avis, c'est tes cheveux qui affrédaient tout le monde. Mais wesh, mais c'est trop. C'est trop là, stop. J'ai pas le droit de courir, tu peux me vanner autant que tu veux sur le fait que je suis un escargot sur le terrain. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir de problème. Tu fais 1m80, si je fais une remarque, tu me fais une tatane. 76. Je fais 1m76. Je fais pas T'es toujours- 1m80. Putain, t'es toujours plus grande que moi. Mais ça, j'y suis pour rien, moi. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, que nous surnommerons entre nous Nagui, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Et là, on en revient à l'ego. Pour Yoichi Izagi, qui est le personnage principal du coup, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Alors, ce qui est très intéressant dans Blue Lock, c'est que comme beaucoup de mangas sportifs, ou en tout cas, oui, si, comme beaucoup de mangas sportifs et comme beaucoup d'œuvres en fait de développement personnel, il met en avant quelque chose de presque surnaturel, paranormal, qu'on a tendance à appeler la zone. Alors, moi, je l'ai croisé dans le manga, je l'ai croisé également dans des lectures de développement personnel d'une nana dont j'ai plus le nom tout de suite. Et en fait, la zone, généralement, c'est présenté comme étant un lieu dans lequel tu parviens à te dépasser complètement et à te détacher de toute restriction physique pour absolument comprendre l'intégralité de ce qui se passe autour de toi.
Ouais, c'est ça. Dans le manga, je trouve que c'est super bien expliqué. Oui, c'est vrai. En gros, c'est le juste milieu entre l'anxiété et l'ennui. C'est-à-dire que très souvent, les gens C'est un truc que sont j'atteindrai jamais, ça encore. non, mais justement, très souvent dans les matchs, il y a ce côté, où, les joueurs sont constamment tendus et cetera et à Ouais. un moment, ils, commencent à prendre conscience de du terrain, de ce qui se passe et cetera et beh, paf, ça tombe de plus en plus vers la concentration sans aller dans l'ennui ou sans aller dans l'anxiété pour, le cas inverse et c'est là où, ils ont des pouvoirs à la Inazuma Eleven, En tout cas, pour Izaki, c'est ce qui se passe, puisque lui, il arrive à rentrer dans cette fameuse zone et pour lui, ce, entre guillemets, «pouvoir» se manifeste par une compréhension, en fait, des actions en cours sous forme de puzzle et donc lui, son objectif à Izaki, c'est de réussir à provoquer toutes les actions qui vont mener son équipe ou mmh, lui-même, selon le contexte, à la victoire. ouais. Parce que oui, là, c'est pas précisé, mais, dans Blue Lock, étant donné qu'on est quand même sur un sport collectif, il y a quand même, des matchs en équipe qui se jouent. Et c'est là où je voulais vraiment parler de l'ego transcendantal, Vas-y, je t'en prie. à travers Blue Lock. C'est que en fait, effectivement, bah, comme tu l'as dit, en fait, la zone, c'est vraiment selon moi, l'expression assez, imagée de ce que pourrait représenter une vraie vision phénoménologique, d'un point de vue, on va dire, un peu, vulgarisation, culture pop. En gros, comme tu l'as dit, c'est, un Et peu tu pas l Kuroko's Basket en plus qui reprend ça aussi? alors je l'ai pas vu. Je Alors, l'ai pas il le vu. reprend. Pas vu et pas lu. OK. Alors je l'ai pas lu, je l'ai vu et en tout cas dans l'animé, c'est quelque chose qu'ils reprennent ou juste et ça se manifeste par, des espèces de tu les yeux, en fait, Ah une ouais, lueur ouais, truc bien d'éclair? spécifique. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Bah, en fait, là, ce que je trouve super avec, Blue Lock, c'est qu'à travers le personnage d'Isagi, la faiblesse du personnage, c'est qu'il ne cherche à comprendre son monde, en tout cas au départ, qu'à travers, la réalité extérieure. Pour Mmh. lui, il y a les joueurs, chacun fait ses choix et cetera. Ouais. Il y en a qui sont derrière lui, mais il sait qu'ils sont là et cetera et il ne prend pas en compte chaque élément du terrain. Il ne prend en compte rien, à vrai dire. Ouais, à la base, c'est un joueur qui est lambda, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il y a une scène qui m'a profondément marqué. À un moment, ils vont à un but et il dit: «Ouais, mais ce but, c'est de la chance» Je crois qu'il se fait reprendre. et justement, bah, il se fait reprendre parce que tu as Ego, donc l'entraîneur, qui vient le voir et qui lui dit: «Ouais, ouais, c'est de la chance». Sauf que le joueur, en fait, provoque la chance. Ouais, oui, oui, oui. L'individualiste ultime, en fait, c'est celui qui va voir le monde tourner autour de lui. Et c'est ça. Plus le pouvoir d'Isagi va se développer, qui Mmh. est celui de la compréhension du terrain, alors je sais pas le terme exact, mais en gros, c'est, il comprend le terrain, il Mmh. analyse tout. Et en fait, de l'analyse, on va dire, du monde extérieur, petit à petit, plus le manga va avancer, plus il va passer d'une perception réelle à une perception phénoménologique, se considérant comme le centre de toutes les opportunités. Oui, En c'est gros, vrai. son objectif, c'est que à la fin, Bah, c'est lui qui est censé provoquer absolument chaque meilleure action du match, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, tu te rappelles quand on parlait de Freud? Rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. Sur Non? l'inconscience. Ouais, d'accord, OK. Sur l'inconscience. Ouais. Et beh, justement, il y a un autre personnage qui est Bashira. Il manifeste vachement bien son inconscient, lui. Bah, justement, il se dit habité par une bête à Oui, qui il va passer, à qui il va faire, les passes et cetera, à qui il va, coller son jeu et cetera. Et en gros, c'est le phénomène de son inconscient. mais ça, ce phénomène-là, on l'a tous plus ou moins. Tu jamais, Ouais, toi bien sûr. Ah, Ah, je suis totalement d'accord. ça va. Mais Je me sens pas complètement folle. non, 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 chacun a des phénomènes inconscients, des faiblesses, des, opportunités, une vision, orientée, mais toujours calquée sur le monde extérieur. Ouais. Et Isagi, au départ, va se dire: «Ah, mais moi aussi j'ai une bête, donc j'ai un phénomène inconscient». Mais en réalité, son opportunité, c'est pas d'avoir une bête, où, il ferme les yeux et il se laisse totalement dompter par celle-ci. Non, non, c'est plutôt sa capacité à considérer le monde comme tournant autour de lui et donc Mmh.
tu vois, quand je te disais, des fois, il y a des mecs derrière lui. Bah, dans une compréhension de la réalité extérieure, bah, les mecs existent derrière lui, mais en soi, bon, ils font leur truc et il en Ouais, prend il en pas prend pas compte. conscience. Et Enfin, dans il la en prend pas réalité acte, en tout cas. exactement. Et dans la réalité phénoménologique, il analyse chacun des placements de ses coéquipiers, chacun des placements de ses adversaires, etc., pour que chacun se mette à l'endroit où Isagi souhaite, tu vois. Et N'empêche, c'est ça, t'imagines si t'avais un pouvoir pareil. mais ce serait trop bien. C'est Putain. trop bien parce qu'en fait, c'est toi, si tu changes ton paradigme, en fait, c'est toi qui provoque les opportunités Ouais. et tu deviens le centre des enjeux. Et c'est là où, effectivement, c'est le cœur du sujet de Blue Lock, ou en tout cas un des sujets principaux. Quand Isagi dit je vais bouffer mes adversaires, je vais bouffer mes coéquipiers, en fait, c'est une bataille d'ego. C'est la bataille de qui sera le centre de l'univers. Bien sûr. Ah Voilà. oui, non, mais complètement. Et ça s'exprime de manière plus ou moins directe sur le terrain, mais même, bon là je vais pas rentrer dans la zone spoil, mais là je viens de me terminer l'intégralité des tomes. Aujourd'hui, le monde tourne autour d'Isagi d'une autre manière. Alors, tu vas te taire parce que je crois que je suis en retard de 2 tomes. Voilà. Non, mais je vais pas aller plus loin. Je dis Mais bien, je crois. en tout cas, il y a différentes manières pour que Isagi provoque les opportunités. Ouais, non, bien sûr. Enfin voilà. Mais, et c'est là où on a un petit problème, c'est que Searle a été critiqué, et notamment par ses héritiers. Il y a eu un étudiant qui s'est dit searlien à ses tout débuts, mais qui petit à petit a décidé de se détacher de son inspiration première, qui est Sartre. Lui, il avait retrouvé les clés des menottes. Exactement. Et en fait, selon Sartre, le problème avec la théorie de Searle, c'est que dire qu'il y a un ego qui est derrière la conscience, c'est donner une substance à l'homme. C'est-à-dire que chaque homme, chaque individu, se définit par un ego. Or, Oui. pour Sartre, en fait, l'ego, c'est pas un sujet qui se tient derrière la conscience. En fait, à l'inverse, la chose première, spontanée, c'est vraiment cette conscience, en fait. Et tu vois, quand je te disais, la conscience, c'est une activité qui vise quelque chose, avec une Oui. intention. Ouais. Ben, en fait, la conscience, tu vois, rien que le fait d'en parler, cette conscience, elle vise également l'idée d'ego, et qui la définit comme un existant. Ok. Et un existant comme tous les autres existants. Comme ma conscience vise une table, comme ma conscience vise une bouteille, ou je sais quoi. Ok. Tu vois, c'est donner un sens à quelque chose. D'accord. Or, si tu donnes un sens à quelque chose, comment cette chose peut être derrière toi, tu vois, derrière la conscience. Oui, ok, ouais. Oui. En fait, pour dire plus simplement, en fait, l'ego, c'est pas une structure qui est derrière la conscience, mais le produit d'un regard déjà intentionnellement projeté. En fait, l'ego, c'est aussi un objet intentionnel. Et D'accord. le problème pour ça, c'est que, en fait, l'ego husserlien, eh bien, comme j'ai pu le dire, donne à l'individu une nature profondément essentialiste. D'accord. Et du coup, Ouais. il faut détacher l'étude de la conscience de l'étude de l'ego. Bah, pour Sartre, oui. Parce D'accord. que tu t'en souviens, on avait dit dans un épisode précédent que Sartre était l'un des pères de l'existentialisme. Oui, tout à fait, oui. Voilà. L'existence précède l'essence. Oui, tout à fait. Et pour lui, il développe l'idée que la conscience, elle est impersonnelle, spontanée et irréfléchie. J'ai l'impression qu'on est en train de décrire un petit enfant. Alors, techniquement, ça correspond tant à l'enfant qu'à l'adulte. Oui, non, Puisque bien sûr, mais chacun... en fait, le fait de dire que c'est un personnage spontané et irréfléchi, j'ai vraiment l'impression de visualiser un petit enfant qui sait pas encore totalement qui il est et qui dit absolument tout ce qui passe par la tête. Bah, d'une certaine manière, en fait, il faut comprendre la conscience comme un flux qui se croise et se recroise. C'est pour ça Ouais, qu'on parle bien de conscience réfléchie. d'accord. Pas réfléchie en termes de... Enfin, si, réfléchie en termes de réflexion, mais... Non, mais pas à réfléchi en l'image termes de d'un miroir. réfléchir en tant que personne, mais plutôt, oui, en tant que réflexion sur des murs, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'ego n'a pas de sens en réalité, puisque vraiment, c'est quelque chose qui est déjà porté par la conscience, tu vois. Ok. Et du coup, c'est pour ça que Sartre dit que l'individu se définit par le croisement de ses consciences réfléchies, mais du coup, Si l'ego n'existe pas, mais que la conscience existe, qu'est-ce qui reste? eh ben, le monde.
Le monde, en fait. En fait, pour Sartre, le monde et la conscience sont égaux et évoluent ensemble. En fait, ils s'entre-répondent. Dès lors, la conscience est conscience de ce qui nous entoure. Tu sais, t'avais Husserl qui dit la conscience est toujours conscience de quelque chose. Oui, 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 Voilà. oui. Ma conscience, c'est la caméra qui détermine ma réalité. Oui, d'accord. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une réalité extérieure, Ouais. et la réalité extérieure et ma conscience évoluent ensemble pour avoir une réalité personnelle, une réalité subjective. Ok. D'où la notion de responsabilité aussi qu'on avait avec Oui, 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 Sartre. tout à fait, oui. C'est-à-dire que le monde existe en tant que tel, mais parce que je suis totalement libre, parce que ma conscience est irréfléchie, impersonnelle, spontanée, et bien justement, j'ai la responsabilité de mes actions. Right. Alors, du coup, pour revenir à nouveau à l'ego, en fait, Sartre, il va critiquer Husserl pour avoir ajouté à la conscience un personnage, bah, du coup, qui est le moi, qui est l'ego. Parce que le problème avec ça, c'est que en définissant une substance qu'est l'ego, il y a un rôle qui va être assigné. Tu vois, D'accord. en fait, cet ego, on peut lui donner la nature qu'on veut, tu vois. On peut lui donner le rôle qu'on veut, un rôle mécanique. Mhm. Ça ramène même à une critique, et une critique qui n'en est pas une, puisque, en fait, Husserl avait un philosophe avant lui, Hume, qui, dans le traité de la nature humaine, ben, évoquait déjà que l'ego était une fiction. Le moi était une fiction. En ce sens que l'homme, en fait, il se définit à travers ses perceptions et que l'ego est une fiction. En gros, l'homme est le produit d'une infinité de perceptions. Ok. Tu vois, ton corps a les 5 sens, il n'y a pas que les Oui, yeux, oui, 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 tout voilà, à fait. etc. Mais On on essaye va de se dire que raccrocher à quelque chose de factuel alors que c'est subjectif. c'est orienté en tout cas. Ouais. Quand tu dis subjectif, c'est ça, c'est, tu vois, quand tu te définis, Mhm. en fait, tu ne vas définir qu'une partie de ton identité, une partie de qui tu es réellement, et une Ah partie de bah, ton vécu. oui, 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 tout à fait, Voilà, ouais. parce que toi-même, tu n'es pas capable de faire la synthèse, enfin, tu n'es pas capable de donner l'intégralité de ce qui te définit, t'en fais plutôt une synthèse. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et puis bien souvent une synthèse dont la temporalité est relativement restreinte. C'est ça. Et c'est bien sûr pour ça qu'il dit que qu'est-ce qui resterait si j'étais privé de toutes mes perceptions? Oui, Mes oui, souvenirs, mais qui sont eux-mêmes basés sur des perceptions. Donc au ouais. final, rien ne me définirait. Et donc, en discutant, en préparant cette émission, tous les deux, on s'est appelés, et je t'ai dit, ouais, je cherche un perso qui, justement, pense être lui-même, mais en fait, qui est seulement le produit d'un rôle, qui joue d'une identité fictive qui ne représenterait qu'une partie de son vécu, qu'une partie de ce qu'il est. Ouais, et je t'en ai proposé 2. Ouais, exact. Alors je t'en ai proposé 2, donc je vais aborder succinctement les 2. Ouais. Et je vais essayer d'aller rapidement, hein, parce que voilà. Le premier, c'est un de mes c'est un manga coup de cœur pour moi qui s'appelle Mister Maloblu, disponible chez Glénat, 3 tomes en France, 4 tomes au Japon, série en cours. Mhm. Signé Akaza Samamiya. Ok. Et en fait, Mister Maloblu, pour essayer de le présenter très succinctement, c'est l'histoire de 2 vies qui se croisent, mais au sens littéral, puisqu'en fait, les 2 personnalités, les 2 «identités» entre guillemets, vont échanger de corps. Donc Et l'un est un homme, adulte, du style, plutôt, hikikomori. Genre, concrètement, aller au croisement de sa rue, juste avant la supérette, pour lui, c'est un miracle. ok. Ça relève du miracle. L'autre est une adolescente victime de harcèlement scolaire. Et donc, les 2 vont, échanger de corps. Et donc, en fait, chacun va découvrir une autre réalité. Mhm. Que lui va découvrir sa réalité à elle, et elle va découvrir sa réalité à lui, mais va se l'approprier et commencer à la changer. Enfin bref, peu importe. Ok. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le personnage masculin, dont j'ai plus le nom, Shizuki. Shizuki, ouais. Shizuki, c'est ce personnage-là qui est le plus intéressant en l'occurrence, puisqu'en réalité, lui ne se définissait, jusqu'à ce qu'il arrive dans le corps de l'adolescente, il ne se définissait qu'à travers, les expériences de harcèlement scolaire que lui-même avait vécues. Mhm. Profond traumatisme, je comprends totalement, qu'il ait été traumatisé.
mais profond traumatisme pour le jeune homme, en tout Et cas donc pour il l'homme, définit son identité à travers, et ce il harcèlement, c'est définit ça? son identité par rapport à tout ça. D'accord. Et lorsqu'il va se retrouver dans le corps de cette jeune femme, de cette adolescente, bah, pour le coup, tout est basculé. Déjà, il n'est plus un homme, il est une femme. Donc, nouvelle réalité physique. En plus de ça, il n'est plus un adulte, il est une adolescente. Mmh. Donc, nouvelle réalité sociale. Mmh. Et en plus de ça, elle est victime de harcèlement scolaire. Donc, nouvelle réalité qui lui rappelle des mauvais souvenirs. Mmh. Lui, qui était très enfermé dans sa petite bulle, va rencontrer un autre personnage dont j'ai plus le nom, qui va commencer à lui faire comprendre que finalement, une réalité peut être plus intéressante qu'une autre, que voilà, ce n'est pas parce qu'il a vécu certains événements que ça le définit, etc., etc. Et donc, on rentre dans cette logique, dans cette analyse de OK, et si moi, Shizuki, je suis bloquée dans le corps de cette adolescente, il faut que je redéfinisse qui je suis et donc mon ego Mmh. à proprement parler. Ouais, c'est les expériences. Bah, en fait, justement, l'ego qui doit redéfinir en tant que tel l'identité qu'il Ouais, s'est construite, construite. est une fiction. En tout cas, Totalement, fiction pas dans le sens irréel, mais le produit c'est ça. comme au cinéma, on choisit des bandes Exactement, rythmo. c'est le produit de son propre film. Voilà. C'est le produit de son propre film Ouais. et là, il doit refaire le film. Et c'est là où on revient à un point de vue sartrien. C'est l'existence, c'est les expériences qu'il vit qui sont réellement l'apanage de sa liberté. Tout à fait. Et deuxième manga, alors, si le premier parle de harcèlement scolaire et de suicide, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, le deuxième, sans forcément parler de sujets aussi violents, enfin, tout est Quand question de même. mesure, hein, tout est question de mesure, n'est également pas à mettre toutes les mains. Mm. C'est un manga de chez Meian de la collection Daitan, qui Dont on s'appelle, avait déjà parlé, je crois. je crois que de mémoire, je l'avais déjà abordé. Ouais. Le manga dont je parle s'intitule Jikaharu Sex Worker in Another World, créé par un duo avec Hiratori Ko au scénario et Yamada Jita au dessin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce manga, c'est un manga. Alors, c'est un isekai. C'est un isekai. Cela étant, ça reste un isekai extrêmement intéressant puisque pour le coup, deux adolescents du monde moderne sont projetés dans un monde moyenâgeux. Donc Haru, qui est le personnage féminin principal, se retrouve contrainte à se prostituer pour pouvoir survivre. Tandis que son camarade, qui s'appelle Shiba, lui, et on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire, a bénéficié de quelques avantages lors de cette, entre guillemets, «réincarnation». Et donc en fait, lui qui était, le cliché du geek qu'on imagine, donc c'est-à-dire très timide, un peu boutonneux, à pas Mm. oser aller vers les gens, très renfermé, machin et cetera, se retrouve dans la position totalement aux antipodes de celle-ci. Donc il se retrouve avec des pouvoirs, il est puissant, il est voilà, et en fait, il se redéfinit complètement au point de devenir, l'enculé macho, qu'on peut retrouver sur un forum d'incel. Ouais. Voilà, et en fait, donc ce personnage-là n'a pas forcément, alors je m'aventurerai pas sur le fait de dire, s'il a conscience ou pas, de cette, «réalité fictive» entre guillemets. Mm. Mais Haru, elle, en a bien conscience et essaye régulièrement de lui faire, comprendre que, la personne qu'il est là n'est peut-être pas celle qu'il était réellement ou qu'il est réellement, qu'il ne fait que jouer un rôle qui correspond aux attentes d'une société, d'une certaine société, et cetera, et qu'à un moment donné, bah, faut peut-être réussir à se détacher de tout ça pour, changer de paradigme selon les contextes, et cetera, pour pouvoir avancer. Bah, ce qui est fou, c'est que d'une certaine manière, en rentrant dans ce nouveau monde, il y a ce côté mise en scène Ouais, qui est peut-être même plus importante que dans son passé, où il était juste un simple geek, voilà. Où à la limite, il pouvait être la représentation d'une conscience impersonnelle, spontanée, c'est réfléchie, ça, bref. Mais là, il est vraiment dans une fiction. En gros, il n'est pas lui, il n'est qu'une fiction, comme tu le c'est disais. ça. Il n'est qu'une fiction. Alors lui, il y voit des avantages parce que forcément, on est dans une ils sont tombés dans une société très patriarcale, enfin dans un monde très patriarcal, donc lui, c'est tout à son avantage. Ouais. Mais ça s'arrête là, quoi, et ça, en fait,
d'un personnage qui... Alors, dans un autre manga, ça aurait été un personnage que vous n'auriez jamais vu, je pense. Là, Mhm. pour le coup, ça en fait un antagoniste mineur, hein, mais insupportable à souhait. Vraiment, il est insupportable. Ouais, tu me disais C'est... que tu pouvais pas voir sa gueule. Je peux pas le blairer. En fait, il est passé du mec un peu timide au mec qui a tellement confiance en lui que clairement, s'il pouvait disparaître, moi, ça m'arrangerait. Ah putain. Ouais, d'accord. Voilà, c'est le mec vraiment. Tu sens que le type, au moindre truc, il peut basculer, quoi. Hmm. Parce que là, il est, enfin, j'allais dire gentil, c'est pas le bon terme. Il est du côté du bien en termes de. Il est de son côté à lui, en fait. C'est vraiment l'égocentrique de base. C'est le mec, D'accord. concrètement, dans Jikaru, on est dans un... Alors, ils sont dans un monde moyenâgeux, mais ils sont dans un village qui est à la frontière à la lisière d'une forêt où il y a des monstres. Ouais. Et lui, concrètement, qui est puissant, qui a des avantages au combat, Mhm. ne s'en sert pas et préfère aller combattre des petits monstres et donc ne pas sortir de sa zone de confort sur ça, Ouais. pour gagner en puissance, pour gagner du level, etc. Parce que oui, il a accès à cette connaissance-là, Ok. pour ensuite aller dans une arène, combattre d'autres mecs, pour se faire passer pour plus puissant qu'il n'est et pour se faire passer pour plus courageux qu'il n'est. Oui, d'accord, ok. Et le truc, Ouais. c'est que comme personne, à part lui, n'a connaissance de cette histoire de level, de dons, de machin, nanana, lui, il en tire parti. Donc forcément, son ego, sa confiance en lui explose, ce qui en fait un mec complètement exubérant et à côté de ses pompes. Et il se retrouve très rapidement à se faire lyncher, quoi. Ouais, ouais. Bah, Enfin, d'une autre manière, ça me fait penser également à The Rising of the Shield Hero. je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, je veux pas voir, je veux pas lire. Mais vas-y. Ouais, c'est vrai que de ce que j'ai compris, t'étais pas fan Non, du manga. non. Moi, j'avoue, alors sans être forcément le manga qui m'a touché, qui m'a transcendé, j'ai vu, je crois, 8 ou 9 épisodes. Et autant le héros principal, bah, justement, il est victime d'un coup monté, etc., qui le fait passer pour un paria. En gros, c'est un isekai très très banal. Et dans celui-ci, donc il y a quatre héros qui sont quatre héros qui sont transportés dans un monde. Et autant le héros principal, lui se fait avoir parce qu'il a le bouclier, donc il est vu comme inutile, etc. Bon, là c'est pas le cœur du sujet, mais en tout cas les trois autres en fait se font passer pour le héros Ouais. comme ton personnage, et ce qui les rend tout aussi détestables, même s'ils pensent faire le bien, en fait, sont soit des crapules, soit sont des inconscients, soit en fait jouent un rôle. Et ça ramène au garçon de café là de Mmh. Sartre. Tu remplis un rôle, tu te conformes à ce rôle parce que soit tu fais part de oisiveté, soit tu es inconscient des tenants et aboutissants de tes actes. Et bref, au final, ouais, c'est honteux. Ah oui, oui, non, mais moi, c'est le genre de personnage. Enfin, clairement. Mais c'est pour ça qu'on adore les détester aussi, hein. Ouais, alors bon, je préférais quand même les aimer s'ils étaient utiles, hein, quand même. Oui, bien sûr. Mais au moins, ça rend critique et ça montre les dangers, justement, d'un comportement qui n'est pas philosophique, d'un comportement qui, on ne se pose pas les questions. Mais Oui. il y a un terme qui m'a beaucoup plu, dont tu as parlé, qui est le terme égoïsme. Parce que là, J'ai on dit parle ça, d'ego moi. depuis. Ouais, t'as dit ça, ouais. Ouais, Ah, j'ai l'oreille. ouais, je vois Et, ça, ouais. et aujourd'hui, en fait, l'ego, on en parle. Je suis d'accord avec toi, c'est un terme qui revient. Mais, comment dire, j'ai l'impression aujourd'hui d'entendre beaucoup plus parler de termes qui en découlent comme l'égoïsme, l'égocentrisme, dont tu as Ouais, parlé toi aussi tout à l'heure. oui. Est-ce que la vision qu'on a de l'ego aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que le monde moderne a une conception qui est plus du tout celle de Searle, c'est-à-dire comprendre le monde au centre de tout. Mais est-ce que c'est une autre vision? Est-ce que c'est une vision positive, négative? En fait, au final, qu'on le veuille ou non, l'ego aujourd'hui se retrouve au centre des fonctionnements contemporains. En tout cas, Ouais, dans les sociétés occidentales. ouais, Pour en parler, toi comme moi, on s'est intéressé à un livre de Mathias Roux qui s'appelle La ouais. dictature de l'ego, qui a été présenté par France Culture. Mmh.
Et dans son livre, Mathias Roux assume que notre passion pour l'ego, pour le jeu, s'est transformée en une société extrêmement narcissique. Ok. Pour lui, l'ego, c'est l'un des maux de notre époque, si ce n'est le mal de notre époque. Alors, excuse-moi, hein, désolé de te couper, mais le narcissisme, ça veut dire quoi? Alors, déjà, le narcissisme découle du mythe de Narcisse. Est-ce que tu sais qui est Narcisse? Alors, pas... Je crois que c'est un gars qui s'aimait bien, mais j'ai Ouais. pas de... Alors, au début de la saison, on a beaucoup parlé de philosophes grecs. Et à l'époque, les philosophes grecs, justement, avaient des mythes pour alerter sur certaines dérives que l'être humain pouvait avoir. Et parmi ces mythes-là, il y avait celui de Narcisse, qui était en fait un jeune chasseur qui, après avoir offusqué les nymphes, parce qu'on n'offusque pas les nymphes, Alors ça, mon pote... tu le payes très cher, Ah, c'est clair. il s'est retrouvé voué à n'aimer la seule chose qu'il ne pourra jamais atteindre, sa propre image dans un reflet. Et cet amour inconditionnel pour son image sera la cause de son suicide. Donc en fait, être narcissique, c'est donc n'aimer que son image en excluant totalement les autres de notre perception. Ah, Eh. d'accord. Mais du coup, pour Mathias Roux, aujourd'hui, le narcissisme n'est plus individuel comme pouvait l'être Narcisse, puisqu'au final, ça n'a été que sa propre perte à lui. Mais Ouais. le narcissisme est devenu sociétal et c'est devenu un poison encore plus toxique, puisqu'en réalité, notre société d'aujourd'hui prône l'hypertrophie du moi, c'est-à-dire cette envie de se surestimer à travers l'orgueil et la suffisance. Ok. Et pour le coup, selon le normalien, en fait, on met en scène son moi pour imposer sa singularité aux autres qui d'ailleurs sont vus comme une menace pour l'intégrité de ce moi fictionnel. Hmm. C'est le principe, c'est le jeu en fait des réseaux sociaux. Ouais, c'est les réseaux sociaux parce que on peut appartenir à des groupes. Oui, on peut appartenir à des groupes, mais au final, c'est toujours toi que tu vas mettre en scène. Enfin, c'est toujours ton Ben moi ouais, que tu vas mettre en scène. quand j'ai écouté le podcast de France Culture présenté par Anastasia Colosimo, en fait, elle disait quelque chose de... La formule qu'elle a dit me plaisait énormément. Elle disait sur les réseaux sociaux, c'est moi qui like, c'est Oui. moi qui partage, c'est moi qui tweet, c'est moi qui commente, c'est moi qui poste ma photo. Je. Je. Et au final, je fais du storytelling de ma personne. Je Oui. me mets en scène. Oui. Et c'est quelque chose que Mathias Roux met en avant. C'est pas qu'une injonction au paraître, c'est vraiment un fonctionnement toujours tourné vers la fierté du jeu, la performance en fait. Oui, tout à fait. Être le jeu le plus présent, celui qui Ouais. bouffe les autres en fait. Ouais, celui qui prend la place, celui qui occupe l'espace. C'est ça. C'est quelque chose qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec notamment le fonctionnement, enfin le marché de l'influence, ou pour parler d'un autre marché, on a également le marché de la pub, du cinéma, ça fonctionne énormément comme ça. Bah, le star system. Le star system, ouais, tout à fait. Ouais. On ne parle plus de talent, mais de personnalité. Ouais, Alors, totalement. Le talent, pardon, est une composante de pourquoi un acteur vaut mieux qu'un autre. Mais c'est le culte de la personnalité. Et c'est exactement ce que Fabien Lecoeuvre a mis un jour en avant. En tout cas, son intervention a mis un jour en avant au cours d'une interview qui avait valu à Grand Corps Malade de faire une chanson. Ok. En fait, Fabien Lecoeuvre, qui, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais en tout cas, il est dans l'industrie du star system. Et il avait critiqué ouvertement la chanteuse Oshi en disant qu'elle était affreuse et qu'il fallait absolument qu'elle donne ses textes à des chanteuses sublimes et qu'il fallait absolument qu'on ait des chanteurs beaux. Donc, bien évidemment, Grand Corps Malade, qui est connu pour être extrêmement beau et rentrer dans les codes esthétiques de notre société, s'est emparé du sujet pour faire une chanson dans laquelle il rappelle très justement que Edith Piaf ne faisait pas 1m80 avec des jambes élancées à marcher sur les podiums, que Jacques Brel, c'est pareil, c'était pas forcément un canon de beauté, mais que bon, il avait pas les plaquettes en chocolat, mais ça n'empêche que ça reste un grand chanteur français, et ainsi de suite.
c'est une très juste interprétation de ça. Et que ce soit la chanson, les réseaux sociaux, etc. L'auteur, Mathias Roux, va vraiment relier la dictature de l'ego au capitalisme. Ah, mais bien sûr. Aujourd'hui, Mais on est sur un capitalisme de plateforme, et pire que ça, il y a également un capitalisme scopique. Alors, le capitalisme scopique, donc c'est Eva Illouz qui dit qu'aujourd'hui, il y a une marchandisation du corps. Mais pas que. Mais pas que. T'as une marchandisation de l'esprit. Oui, mais qui va alimenter, quand il y a marchandisation du corps, c'est comment dire, on va toujours tourner le corps vers la performance, le produit d'une personne. Mais bien sûr. Mais alors, je suis désolée, je te coupe. Non, Mais non, au il contraire. suffit de regarder comment fonctionne le monde du travail de manière générale. Moi, je vais prendre mon exemple personnel qui n'est absolument pas représentative de l'ambiance des salariés. Non, Mais mais- lorsque j'étais salariée, donc aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, je suis indépendante, je n'ai plus de patron. Alléluia. Mais la dernière expérience que j'ai eue en entreprise, concrètement, j'étais en temps partiel et j'avais une clause dans mon contrat qui voulait que si je passais en temps plein dans cette entreprise-là, je devais arrêter tout ce que je faisais à côté, que ce soit du bénévolat ou du freelance, même si je n'étais pas en concurrence avec l'entreprise. Et là, on retombe totalement dans ce que tu disais. On est dans une marchandisation de la vie en général, dans un but de performance pour enrichir une petite poignée de personnes. Alors bon, le point de vue d'Eva Illouz, c'était plus sur le corps d'un point de vue esthétique ou genré, Oui, mais ça fait partie de quand on parle de performance, etc. Et tu l'as insinué tout à l'heure quand on parlait de livres de développement personnel. qu'est-ce que j'ai En encore fait, dit comme bêtise? non, mais tu as cité les livres de développement personnel. Oui. Et Mathias Rioux évoque le fait que c'est une bonne illustration de cette dictature de l'ego. Alors, Oui. moi, j'avoue, j'ai aucun avis. Alors, moi, pour le coup, j'en ai lu quelques-uns. Ouais. Parce que lorsque tu fais un burn-out, ou lorsque tu fais une dépression, ou lorsque tu dis que tu ne vas pas bien, ou que tu te cherches, machin, parce que ça peut arriver. Enfin, à tout moment de la vie, tu peux être amené à te chercher. C'est pas parce que tu es adulte que tu peux ne pas, enfin, que tu t'es trouvé. Et au contraire, ça veut dire que t'es critique envers toi-même, et c'est Voilà. extrêmement sain. C'est ça. Lorsque tu te remets en question, machin, les gens ont une facilité à te dire, bah tiens, tu devrais lire des livres de développement personnel. Hmm. Toi, t'es peut-être pas tombé dedans. Moi, j'y ai eu droit parce que bah, j'ai une maman qui s'est intéressée à la psychologie, à l'EMDR, ce genre de choses. Et donc, du coup, forcément, j'y ai eu droit. Ouais. Et tous les livres de développement personnel que j'ai pu lire, tous, sans exception, c'est bien souvent comment élever le soi pour l'atteinte de ses objectifs individuels. Hmm. Souvent. Alors, deux choses. Que tu parviennes à t'élever toi-même pour trouver le bonheur intérieur, la paix intérieure, c'est une très bonne chose. Cela étant, l'élévation du soi, à mon sens, passe par l'élévation du nous. Hmm. À trop élever le soi et à le décorréler du nous, et donc de la société, on se retrouve avec des personnalités comme Elon Musk, qui sont complètement déconnectés de leur environnement, de la réalité, et qui ne sont plus en capacité d'interagir avec les autres, au final. Hmm. Et c'est là où ça devient dangereux. Bah, alors, à nouveau, je m'en tiens à la théorie au livre de Mathias Roux, parce que j'ai pas lu des livres de développement physique. Non, personne. Personnel, pardon. Mais de ce que je comprends, en tout cas de ce que dit l'auteur, ce sont plus des livres qui tendent à donner des pistes, des conseils de vie, plus qu'à alimenter un regard critique. En gros, lui défend la lecture de livres philosophiques. Pourquoi ? Parce que la philosophie, elle a de ça qu'elle est critique envers le moi et l'ego. Elle en fait son analyse, positive ou négative, mais elle ne cherche pas à donner des simples conseils de vie. En gros, elle invite à s'ouvrir au monde, quoi, hein, pas à se concentrer seulement sur le soi despote. Et il y a des livres de développement personnel qui disent de s'ouvrir aux autres, etc. Oui, bien Mais sûr.
on est sur, à nouveau sur des conseils, sur Ouais. des visions. Les livres que j'ai lus ont souvent des visions très individualistes. D'ailleurs, les titres, c'est souvent Tu seras. On est plus sur l'injonction à être que Oui. sur une perception, quoi. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, France Culture va définir la thèse de Mathias Rio de la manière suivante. D'un excès de liberté associé à la désaffiliation sociale, en fait, on prône l'individualisme plutôt que l'autonomie, ce qui n'est pas la même chose. Et ça pousse au croisement de 3 comportements toxiques de l'ego: l'égoïsme, l'égocentrisme et l'égotisme. Alors, 3 mots qui sont habituels pour certains, inhabituels, qui ont un sens, qui n'en ont pas, bref, qui sont courants ou non. Karna, l'égoïsme, comment tu le définirais? Moi. Ouais, et encore? En fait, pour moi, l'égoïsme, c'est un fonctionnement qui vise à faire la promotion de sa propre personne, quel que soit le contexte. Ok, ouais. Donc c'est privilégier son intérêt personnel par rapport aux autres, c'est je passe avant tout le monde, avant le reste Ouais. du monde. Je suis prioritaire sur le reste du monde. Et les autres, c'est de la merde, quoi. Grosso merdo. Hmm. Pour grossir le trait, ce serait ça. Ou en tout cas, si les autres ne sont pas de la merde, ils me sont forcément inférieurs parce que tu comprends, je suis l'élu. Ok. Et alors, l'égocentrisme, tu le verrais plutôt comment? Je suis le centre de toutes les attentions. Vous devez tourner autour de moi. Votre vie doit tourner autour de moi. Je suis le centre de votre univers. Mais à l'inverse, là, il s'en fout pas des autres, mais au contraire, il fait vraiment attention au jugement des autres. Il fait extrêmement attention au jugement des autres, mais il fait surtout extrêmement attention à être en permanence au centre des inquiétudes, de l'attention des autres. Ok, ouais. Et à la fin, l'égotisme, qui est un terme de Stendhal dans Souvenir d'égotisme, tu le verrais plus comment? Eh bien là, pour le coup, pour moi, ce serait plutôt une tendance à s'analyser en permanence. Ouais. Vraiment à faire, par exemple, si tu dois faire un rendu académique, à ne faire référence qu'à toi. Ah, ok. C'est-à-dire que, par exemple... je pense que nanana. Voilà, je c'est ça. pense que... On est en pleine discussion, nous sommes 4 autour d'une table, par exemple, on est en train de parler, et t'en as un qui va dire « Ouais, mais moi, je... » Égotisme. Il ramène... Il veut absolument que son ressenti prime sur le reste. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est la volonté, en fait, d'explorer sa propre personne, de se connaître, mais en étant un peu trop en avant. Ok. Pour moi. Et c'est drôle parce que, tu vois, pour revenir à Blue Lock, j'ai pas l'impression que Isagi se réfère à ces 3 penchants, alors que, pourtant, Ego cherche à construire l'individualiste ultime. Franchement, j'ai pas... Bah, alors, Isagi fait quand même preuve d'égotisme. Parce qu'il cherche quand même à se connaître, à savoir qui il est vraiment pour pouvoir évoluer. Ouais. Et au cours des matchs, il cherche quand même à tirer la couverture sur lui. C'est pas faux. Bah, justement, des 3, je le relierais presque le plus à l'égocentrisme. C'est vrai. Mais pas à l'égoïsme. Non, pas à l'égoïsme. Parce que si l'action nécessite qu'un autre joueur soit mis en avant, il lui laissera la place. Voilà. Mais par contre, effectivement, il y a plusieurs reprises, il le dira clairement, je serai le meilleur. Je serai le centre de l'attention. Et les seules fois où il est égoïste, c'est quand il veut bouffer l'autre. C'est ça. C'est quand il y a un conflit de rivalité. Ouais. Ouais, en fait, Isagi, c'est le produit des 3, mais d'une manière modérée, en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Ah, et c'est drôle parce que au final, on le voit là, de tout ce qu'on a construit au cours de cet épisode, l'ego peut être une perception de la réalité, mais aujourd'hui, ça a perdu de son sens, on va dire en tant que sujet, pour être plus un comportement. Ouais, en fait, la société s'est approprié l'ego pour en faire une valeur marchande. Bah, elle a désubjectivisé pour le transformer en produit. Ouais, et totalement. On parlait justement du je like, je tweet, je me fais le défenseur, je me donne une image.
surtout sur les réseaux sociaux. Oui. On le sait malheureusement, le cyberharcèlement, c'est une réalité qui touche de plus en plus de Oui. personnes Oui. et très souvent, notamment pour les créateurs de contenu, Notamment les femmes. notamment les femmes, elles sont victimes de personnes qui pensent être le cœur de la vie, le cœur de la vérité, etc. Alors qu'ils se mettent juste en scène. On peut le dire, les gens qui font du cyberharcèlement sont des pauvres cons. Quelle violence dans ces propos. Ouais, mais bon. Non, mais t'inquiète. Je ne peux que valider. Oshinoko. Oshinoko, justement, traite du cyberharcèlement Ouais. avec le personnage d'Akane. Akane, qui apparaît au tome 2 ou 3 dans le manga, Ouais, ça avec doit être ça, ouais. l'arc de la télé-réalité. Mm. Alors, avant d'aller plus en profondeur, Oshinoko, c'est un manga publié par Kurokawa avec 11 tomes en VF et 15 tomes en VO en cours. Je crois qu'il rentre dans son arc final Ouais, d'ailleurs. c'est ce qui a été Donc annoncé. on va se terminer ce manga avec une vingtaine de tomes. Je pense, ouais. Je pense qu'on va pas dépasser les 25 de loin. C'est dessiné par Mengo Yokoyari et avec au scénario Akasaka. Ouais. Et donc, on l'a déjà présenté, Oshinoko. Ça raconte l'histoire de 2 enfants qui voient leur mère décédée, alors que cette mère était une idole japonaise et qui va être victime d'un meurtre, celui d'un fan. Alors, il y a des histoires de réincarnation, etc. Mais en tout cas, son fils, Aqua, qui dans une vie antérieure était un grand fan de cette idole, va jurer de faire vengeance. Et pour ce faire, pour découvrir le véritable tueur, celui qui a commandité le meurtre, il va rentrer au sein de différentes productions artistiques, culturelles, télévisuelles, dont notamment une télé-réalité où il va rencontrer la jeune Akane. Mm. Et Akane va à un moment mettre une gifle à un des participants. Oui, c'est vrai. Alors, je me souviens plus si c'est de la mise en scène ou pas. Alors, pour le coup, je m'en souviens plutôt bien, moi. Ouais. Et en fait, dans l'émission, Akane passe totalement inaperçue parce qu'elle n'ose pas. Ah oui. Elle n'ose pas et puis je sais plus qui va lui conseiller justement je crois que c'est Mencho, qui va lui conseiller de se créer un personnage pour l'émission afin de se faire remarquer. Et à un moment donné, elle va provoquer une confrontation avec la petite starlette adorée des fans de l'émission et elle va la gifler, qui lui vaudra d'être harcelée ensuite en ligne pendant un certain temps avec des messages très 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 violents. Très violents et qui mèneront à une TS, une tentative de suicide. Et c'est là où Aqua ira la sauver au niveau du pont. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai qu'elle a l'intention de le faire et c'est Aqua qui intervient juste à la dernière minute. Et comme tu le dis, elle a créé un personnage Mm. pour faire plaisir aux autres, en tout cas vouloir attiser les regards vers soi, parce qu'il montre bien que le nouveau capitalisme est un véritable poison. Mm. D'un côté, parce qu'il pousse des gens à se mettre en scène, quitte à ce qu'ils renient complètement leur personnalité, Complètement. mais aussi de l'autre, et c'est peut-être ce point-là sur lequel on veut attiser votre intérêt, vous qui nous écoutez, eh bien, en fait, ceux qui se mettent à harceler cette jeune fille, en fait, ils se prennent pour les justiciers, mais par intérêt. Chaque commentaire est voué à défendre une pseudo-personnalité qu'au final ils ne connaissent pas, et qui n'est qu'un substrat pour se donner bonne conscience, etc., quitte à pousser quelqu'un au suicide. C'est ça qui est terrible. Enfin, aujourd'hui, on vit dans une société où chaque personne, paradoxalement, est complètement anonyme, mais où le jeu est total, où la course aux chiffres définit une personnalité, et on pousse donc à des actes terribles. D'autant plus que, en réalité, alors c'est connu comme anecdote, mais c'est très important, notamment pour ce sujet-là, eh bien, cet arc narratif, on va dire, est inspiré d'un fait réel. Ouais, de l'histoire d'Anna Kimura. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Anna Kimura, c'était une jeune femme. Donc, elle est née en 97. Donc, elle était très très jeune. Catcheuse. Et en fait, elle a participé à une émission de télé-réalité qui est bien connue des fans de Japon de manière générale, qui s'appelle Terrace House
Scorpio. Donc elle a participé en 2019 et au cours de l'émission, en fait, il s'avère qu'elle va avoir une vive altercation avec un autre participant. D'ailleurs, je crois que l'histoire était même pas du niveau d'une gifle. Je crois que c'était juste, elle était végétarienne et elle s'était offusquée parce qu'il y avait un morceau de viande dans le frigo. C'est possible que ce soit ça. Enfin, c'est de ce niveau-là. En tout cas, c'était une altercation, mais typique des téléréalités, quoi. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'elle ait été scénarisée, cette altercation. Enfin, voilà. Et en fait, les conséquences ont été dramatiques, pardon, puisque Kimura, donc Anna Kimura, qui avait 22 ans, c'est important quand même de le savoir, elle avait 22 ans, donc l'âge que Maxime a aujourd'hui. Après cette dispute, Kimura a été victime pendant de longs mois de harcèlement en ligne. Et en fait, elle a commis l'irréparable, pardon, puisque un peu moins d'un an après, elle s'est suicidée. Et donc l'affaire a fait énormément de bruit, tant au Japon qu'à l'international. Parce que pour le coup, c'était plus ou moins la première fois, je crois, qu'une affaire de cette ampleur faisait la une des médias. Mm. Et ça a été un tel scandale que le parlement japonais a adopté une nouvelle loi pour étendre, en fait, les sanctions contre le harcèlement en ligne. Mm. Cela étant, Anna Kimura est morte du harcèlement moral. Moi, j'ai en tête d'autres cas en France de harcèlement moral assez sévère. Enfin, concrètement, très certainement dans le monde du manga, celle qui en prend le plus plein la tronche, je pense que c'est Mademoiselle Soso. Totalement. Qui se prend des vagues régulièrement de harcèlement moral. Je me souviens, elle s'est fait tatouer un truc en rapport avec Griffith de Berserk. Oui. Elle a été victime de harcèlement moral. Alors qu'on valide ou pas le personnage, moi perso je le valide pas, hein, je valide pas du tout, mais ça reste un personnage très très complexe, même si la finalité est éclatée au sol, voilà. Cela étant, elle a été victime de harcèlement moral pour ça. Je sais que très récemment, au même titre que moi, je pense, elle a dit ne pas apprécier Demon Slayer. Elle s'est retrouvée dans une sauce phénoménale. Aujourd'hui, dans notre société, tout est prétexte à imposer sa vision des choses. Tout est prétexte. Il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus de recul, il n'y a plus de... Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Non, si vous avez une vérité, il faut absolument que vous la posiez aux autres, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et pour rebondir sur Oshinoko, si Akane a été sauvé, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'ego doit être mis au placard au profit du nous. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de terminer sur cette phrase. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on a traité de l'ego, dans 2 semaines on va traiter de l'alter ego et de justement l'importance de l'autre. Si vous êtes victime aujourd'hui d'harcèlement, de cyberharcèlement, parlez-en. C'est hyper important en fait. C'est hyper important. Des numéros aussi sont prévus à cet effet. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, vous pouvez composer le 3018, notamment pour le cyberharcèlement. Tout à fait. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Des voix sont là pour vous entendre. Et le plus important, c'est d'en parler. Vraiment. Parlez-en et donnez les noms. Aujourd'hui, c'est plus possible de laisser ces individus œuvrer comme ils le souhaitent. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les plateformes des réseaux sociaux, vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est clair. Bon, en tout cas, sur une note un peu plus légère, c'est la fin de cet épisode. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur, c'est clair. On aura beaucoup parlé.
Ouais. J'espère que ça vous a plu. Si il y a des points qui, selon vous, doivent être plus ou moins approfondis, vous n'avez pas compris certaines choses, Vous envoyez n'êtes un mail pas à d'accord. Maxime. Hein. Exactement. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines explications, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de Pas une plaisir. on se fera un plaisir, pardon, d'échanger avec vous. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Est-ce que tu as des choses en particulier à recommander, une actualité peut-être, Karna Une actualité à recommander. Mais même toi te concernant, parce que ça fait 6 mois qu'on fait du podcast, mais on n'en a jamais parlé ou de manière indirecte. En fait, t'as une chaîne TikTok. Putain, mais pourquoi comme ça gratuitement? Mais je sais pas, parce que je me dis que ça peut être sympa de faire des recommandations à la fin qui ont pas trop de lien avec l'épisode, mais qui sont sympas, ou de parler de nos actualités personnelles. Alors oui, effectivement, j'ai une chaîne TikTok. D'ailleurs, on a essayé de me harceler, ça a été très drôle. Mais non, plus sérieusement, oui, j'ai une chaîne TikTok et j'y présente lecture, manga, plus ou moins actu. Là, la dernière grosse actu que j'ai publiée, c'était pour annoncer que Joe Hisaishi faisait allait faire une représentation à Bordeaux Ah ouais. en février 2025. À ma connaissance, je crois savoir qu'il sera présent, qu'il doit faire une représentation également à Paris, mais ça, je suis pas sûre à 100%. Mais oui, effectivement, c'est la grosse actu que j'ai postée. Trop bien. Et on peut te retrouver sous quel nom sur TikTok? Karna Manga. Tu tapes Karna Manga, normalement, t'es censé me trouver. Et au pire, mon pseudo, c'est Karna avec un K. Ok. Bah top. Voilà. Très bien. Bon, quant à moi, en fait, j'ai aucune actualité parce que la seule chose que je fais, c'est ce putain de podcast que j'aime. En tout cas, d'ici là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de lire Blue Period, puisque ça y est, je me suis enfin mis à le lire de manière plus sérieuse qu'auparavant, et ce manga me parle beaucoup plus que ce que je ne pensais. Donc, j'espère que si vous êtes curieux, curieuse, vous aussi, jetez un coup d'œil. Lisez-le. Bon, ce podcast n'a que trop duré. Merci beaucoup, Karna. Merci à toi, mon petit Maxime. Mais c'est avec plaisir. Et merci à vous qui nous écoutez. Plaisir. Merci à vous, oui. Prenez soin de vous. C'est bientôt les vacances pour celles et ceux qui sont collégiens. À l'heure où on tourne, le bac philo a été passé. Donc félicitations, j'espère que vous avez parlé de science et de vérité. J'espère que vous avez parlé d'anthropodes. Oh mon Dieu, ils vont avoir 0. C'est faux. Vous n'aurez pas 0. Avec Maximo Manette, tout se passe bien. Bon, t'es mimi. Bon, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Oui. N'oubliez pas, le manga et les livres est partout, il est dans les cases. C'était Maxime. C'était Karna. Tout à fait. C'était Django. C'était... Je sais pas. Anthropodes. Ah, c'était Anthropodes pour vous servir. Bon, allez, c'était un plaisir de vous parler. Ciao, ciao. Allez, bisous. Bisous, ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.